arrivé sur le marché, donc c'était pas hier, hein. C'était un animal un petit peu bizarre. Mais qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais dire que l'idée, c'est qu'on avait beaucoup de croyances aussi sur cette technologie. Alors, pas forcément nous, mais les gens, on va dire, qui en entendaient parler. Et on avait des gens qui arrivaient régulièrement dans les bureaux en disant, ben oui, moi, je voudrais adopter la technologie blockchain parce que je voudrais aller sur Mars ou réveiller un mort. Alors que non, évidemment, la technologie blockchain fait certaines choses très très bien et d'autres très très mal. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tous les cas, la blockchain, et on va en parler un petit peu plus tard, s'intègre forcément dans un mix technologique, c'est-à-dire dans une, dans une dynamique, on va dire, de systèmes d'information beaucoup plus large, donc avec plein de choses, plein d'autres systèmes d'information qui vont venir compléter ou faire à sa place, évidemment, ce qu'elle ne sait pas faire. Et donc, on va utiliser, bien sûr, la blockchain avec le maximum de parcimonie. Et on va voir pour autant que la blockchain peut s'utiliser dans plein de cas particuliers. Je pense que vous avez la possibilité de lever la main là, sur cette plateforme. Par lever de main, qui c'est qui a déjà entendu parler de la blockchain? Je ne sais pas si moi je peux le voir, ça. Moi, je vois. Alors, on a une main qui se lève, deux, Entendu parler, hein. trois, quatre, six. Bon, ok, c'est pas une Ah, majorité des pardon. gens. Ok. Et parmi ces gens-là, on va dire qui se sent complètement confiant, confident, comme les anglo-saxons, avec cette notion, ou qui c'est qui vraiment se sent complètement, complètement intéressé, toujours à enlever enfin pas intéressé, pardon, complètement, qui pense avoir un bon niveau de compréhension du sujet. On a trois mains levées. Quatre. Ok, ok. Donc, ce qui est intéressant, voilà, c'est que c'est un sujet qui est présent dans beaucoup d'endroits, mais qui pour autant n'est pas encore, comme vous avez vu, ne fait pas encore partie des objets courants que les entreprises ont conscience. Et là, vous êtes, si j'ai bien compris, un parterre d'entrepreneurs notamment. Et, euh, et donc, l'idée, c'est de voir aussi comment vous allez pouvoir utiliser très, très concrètement cette technologie. Alors, si ça veut bien passer au suivant. Donc, l'idée, c'est que nous, on va se voir aujourd'hui sur deux objectifs principaux. L'objectif, c'est vraiment de la découverte, ok, de la compréhension de ce que c'est donc cette blockchain. Et pour ça, on va aussi s'amuser à aller vérifier quelques mythes. Donc, par exemple, vous entendrez partout que la blockchain, c'est une technologie qui est assez récente, voire révolutionnaire. Pour autant, ben, moi, je partage pas cette idée. On va voir que c'est une technologie qui est plutôt vieille. D'accord? Qui est plutôt vieille comparé à une technologie, hein. Si on compare à un dinosaure, ça date d'hier. Mais si on parle de technologie en général, c'est plutôt vieux. D'accord? Et révolutionnaire, ben en fait, non, justement, ça s'inscrit tout à fait dans un cadre historique, on va dire, en général, des systèmes d'information et des entreprises de l'histoire. Et donc, l'idée, c'est de vraiment voir pour quelle est l'utilité que ça présente pour le business en général, quel que soit le business. Évidemment, l'intérêt ne sera pas le même en fonction de qui vous êtes, mais je pense qu'il peut y avoir des petits intérêts là-dedans. Voilà. Et pour ça, on va notamment essayer d'aller découvrir les différents types de tokens. Donc, les tokens, vous savez, c'est les petits jetons numériques qui peuvent être émis grâce à la blockchain. Donc, vous allez comprendre qu'on peut en faire plein de sortes. Alors, j'imagine que vous avez tous entendu parler de tokens très, très connus comme le Bitcoin, etc., d'autres Dogecoin, j'en sais rien, tout un tas de choses, l'Ethereum. Mais en fait, ce qui est rigolo, c'est pas d'aller regarder ces cas particuliers, c'est vraiment comprendre qu'il y a des grandes familles de tokens qui sont émis grâce à la blockchain et que ces tokens permettent différents types de tokenisation. Et donc, on va s'intéresser un petit peu à ce que c'est la tokenisation et vous allez voir que finalement, bah, les cas qu'on connaît le plus comme le Bitcoin, etc., sont des cas qui sont relativement restreints. Alors, pas qu'on minimise l'importance de cela, mais qui sont vraiment restreints. Et donc, il y a plein d'autres implications que des implications purement financières. D'accord? Même si, évidemment, c'est un sujet financier, puisque la blockchain et l'ensemble des choses sont régies en grande majorité par des règles financières. Ça, on aura, je pense, l'occasion d'en parler un petit peu. Donc, on va rester environ 40 minutes ensemble. L'idée, c'est que vous pouvez poser des questions à la fin, mais évidemment, s'il y a des questions, notamment sur des aspects de compréhension ou sur des questions plus
qui demandent un petit peu de réactivité. C'est avec grand plaisir que je les accueille tout au long de l'intervention. Et je sais que Béatrice, je pense, me les passera si jamais il y en a, puisque je ne crois pas que je Ouais, les vois moi d'ici. Ok. super. Donc vraiment, un plaisir. Les questions au fur et à mesure, faut pas hésiter. Euh, Trois parties principales. On va donc voir un petit peu l'histoire de la blockchain, ou l'historique plutôt, comprendre comment ça fonctionne avec un fonctionnement. Je vais essayer d'expliquer ça simplement. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il va falloir me faire confiance jusqu'à arriver à la troisième partie où on va comprendre à quoi ça sert. Mais bon, j'espère que vous aurez compris un petit peu avant. Mais l'idée, c'est, voilà, il faut un petit peu se creuser les méninges au début pour comprendre comment ça marche, pour arriver, on va dire, à la cerise sur le gâteau. Il faut d'abord manger le gâteau. donc, donc, si ça vous va, je vous propose qu'on commence. Alors, pour me présenter très rapidement, un de mes principaux rôles actuels, c'est d'être Chief Operating Officer de EQChain Ltd, donc qui est une startup qui est basée à Abu Dhabi et dont je vais vous parler juste un petit peu après. Voilà. Et j'ai aussi un autre rôle dans une autre entreprise dont je vous parlerai aussi, qui est Ebwent. Et Ebwent, c'est tout simplement l'idée de cette entreprise, c'est de former les gens à à ces technologies et surtout à toutes les implications qu'elles ont pour le business. Euh, Au niveau de mon cursus, je vous le mets pour si certains sont intéressés. S'il y a des questions dessus à la fin, ça sera avec grand plaisir. Mais on va pas y passer des heures dessus. On va pas être puant. Mais en gros, l'idée, voilà, c'est de voir que mon expertise, c'est vraiment sur les systèmes d'information et surtout sur comment on les intègre concrètement dans les entreprises et comment on peut faire des opérations très concrètes avec ces systèmes d'information et servir au mieux les entreprises grâce au système d'information. OK? Donc ça, c'est tout simple. Donc EQChain, à la base, et vous allez comprendre pourquoi je vous dis à la base, c'est une entreprise qui est une focale sur la filière équine. Donc, puisque les fondateurs d'EQChain et moi-même, on est tous passionnés de chevaux et pour eux professionnels. Mais l'idée, très concrètement, c'est qu'on a remarqué que dans le milieu équin, il y avait un vrai problème de digitalisation et notamment sur les transferts euh, d'actifs, de bancaires, de paiement, etc. Toutes ces choses-là qui se faisaient plutôt mal, y compris sur les parties juste de données. Et donc, on travaille depuis 4 ans maintenant sur EQChain, sur vraiment un moyen de pouvoir faire ces échanges de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, et ça, peu importe où sur la planète, et donc peu importe les devises que les gens utilisent, etc. Et donc, on a développé tout un système qui repose aussi sur la blockchain pour pouvoir notamment acheter des petites parts d'actifs dans le milieu équin. Et ce que vous allez voir, ben, c'est que cette activité équine s'est vue compléter et se voit compléter au fur et à mesure du temps par plein d'autres activités. Et donc, vous allez comprendre aussi peut-être l'intérêt pour vous, c'est que la blockchain a évidemment des impacts sur plein de, ben, de secteurs d'activité. Ebwen, comme je vous ai dit, je vais passer rapidement dessus, mais Ebwen, c'est vraiment l'idée, c'était qu'on se rendait compte de plus en plus avec EQChain et on avait une demande qui était croissante de formation sur ces sujets. Pourquoi? Ben parce qu'il y avait des entreprises qui adoptent cette technologie, qui veulent commencer à faire des projets assez importants, à faire des investissements assez importants, et ces gens-là ont une vraie déficit en termes de recrutement, alors que ce soit pour employer les gens, mais aussi en termes de sollicitation de spécialistes sur ces sujets pour accompagner les projets, et notamment de projets qui respectent tout l'aspect, toutes les spécificités, donc comme je vous ai dit, que ce soit la régulation, donc tout ce qui est normes, etc., et y compris les règles, et euh, euh, toutes les, l'état de l'art, on va dire, sur la blockchain. Donc, en fait, l'idée, et la blockchain et son univers, donc l'idée de Debwen, c'est vraiment de proposer quelque chose sur la formation autour de ça. Donc, je vous invite vraiment si c'est un sujet qui vous intéresse, à vous rapprocher de nous, ça sera avec plaisir. Et on a aussi, du coup,
une fondation, Shiftforge, qui est en dessous, fondation, dont le but du jeu est vraiment d'enlever les barrières à l'entrée du Web3. Alors, le Web3, c'est la grande famille de la blockchain, on va dire ça un petit peu comme ça, de l'Internet troisième génération. Et donc, voilà, qui supporte un petit peu tout ça. Donc on fait pas mal de formations, que ce soit dans des universités, des formations professionnelles, etc. On a pas mal d'activités là-dessus. Et donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, ça sera avec grand plaisir qu'on pourra en discuter. Je vous ai parlé de l'écosystème des QChain. L'écosystème des QChain, comme vous avez pu le voir, il y a bien sûr aujourd'hui l'industrie équine à l'intérieur, mais comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de sujets qui s'y sont greffés. Donc tout ça, tout simplement, c'est des gens de différents secteurs qui nous ont dit, bah, attendez, ce que vous faites avec le cheval, bah, nous, ça nous intéresse de le faire dans d'autres domaines, et donc on va utiliser, si vous le voulez bien, vos instruments et votre plateforme pour d'autres secteurs. Donc dedans, vous avez le yachting, d'accord, qu'on connaît, que certains connaissent plutôt bien. L'éducation, vous en avez entendu parler. Tout ce qui est traçabilité, ça peut être plein de choses. Ça peut être évidemment dans le milieu équin, ça peut être la traçabilité vétérinaire, la traçabilité aussi de tout ce qui est vestimentaire, matériel, voiture, etc. On a évidemment tout ce qui est les moyens de paiement en général. L'immobilier, qui est un gros sujet dont on parlera aujourd'hui dans les exemples. La self-distribution, avec de la distribution, on va dire, très fractionnée aux personnes, de nourriture ou de produits, ça peut être de produits d'équitation, de plein de choses. Et le ticketing, pour rentrer tout simplement pour valider des accès. Et la certification, on en a d'autres depuis que je ne peux pas tout mettre, mais on fait aussi dans les métaux précieux, etc. Donc vous voyez, l'idée de cette slide que vous devez vraiment retenir à mon goût, c'est que s'il y a des milieux que vous voulez atteindre aujourd'hui qui sont parfois un petit peu compliqués à atteindre, on va dire de manière traditionnelle, ben aujourd'hui, s'intéresser à la blockchain, s'intéresser à la tokenisation et s'intéresser à tout ça, c'est aussi un moyen de pouvoir travailler dans certains milieux, de travailler dans un certain milieu et donc de pouvoir développer alors en fonction de sa carrière ou son portefeuille client pour vous. Donc il y a un vrai intérêt là-dessus et vraiment c'est pas limitant. Il y a vraiment beaucoup de sujets aujourd'hui où ça parle blockchain, où ça parle notamment de tokenisation. Pas de questions jusque-là, Béatrice? Non. Ok. Euh, Donc ça, je suis un peu obligé, puisque vous avez compris que c'est dans les préambules, mais c'est un requérement de la régulation. Donc, on va parler évidemment de plein de choses à travers cette présentation. Ça a une vision évidemment éducative, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que aussi, je vais vous parler de choses. L'idée, c'est que je vous fais pas une messe, hein, c'est-à-dire c'est vraiment pas quelque chose où une présentation, c'est pas trop notre fibre chez Ecuchen et Buent, etc. Mais dans l'écosystème, de présenter les choses comme si tout était du pain béni. Je vais vous parler de choses sur lesquelles nous, on est plus ou moins d'accord aussi, des choses qu'on entend dans l'écosystème. Donc, tout ce que vous voyez ne reflète pas forcément ce qu'on fait dans l'écosystème EcuChain. Il y a des choses aussi que je vous présente par honnêteté intellectuelle pour que vous puissiez vous faire votre propre idée. Et autre chose, vous avez compris qu'on va parler aussi des fois de sujets un petit peu financiers. Et donc, c'est pas parce que j'en parle dans la présentation que je le considère comme il faut. Et il n'y a aucun conseil en investissement dans tout ce que je vais vous présenter. Donc, il ne faut pas le prendre comme un conseil en investissement puisqu'il n'y en a pas. Comme vous savez, c'est un métier de faire du conseil en investissement et c'est pas le nôtre. Voilà. Donc, vous l'avez compris. Et puisque vous êtes tous des entrepreneurs ou en passe de le devenir, je vous rappelle aussi que tous ces sujets-là sont très réglementés, vous l'avez compris, on en parlera encore. Donc, ne vous lancez pas comme des idiots, excusez-moi du terme là-dedans. Il faut vraiment s'encadrer de professionnels et de juristes, etc., ou du moins de gens comme la Fondation chez Forge pour pouvoir un petit peu aborder ces sujets. Parce que sinon, si vous voulez, vous avez un risque juridique derrière, puisque la juridiction est bien faite dessus. Donc, il faut autant s'en servir et autant la respecter. Voilà, ça c'était vraiment pour l'aspect très pratique. Alors, on a Donc une l'idée, première question, Aurélien, oui, de Eric qui demande s'il souhaite émettre des œuvres d'art en série limitée. Est-ce qu'il peut émettre un token à chaque œuvre éditée? Si oui, comment? ok, donc ça on va en parler un poil plus loin.
je commencerai à répondre à quelque chose très très concrètement, c'est qu'une œuvre d'art, de fait, sans parler de blockchain, elle est forcément limitée, sinon c'est plus une œuvre d'art, c'est un instrument, c'est de la production en série. Voilà. Donc, vous voyez, ça aussi c'est quelque chose dont on va pouvoir discuter et s'amuser aussi beaucoup avec ça, c'est que parfois, il y en a qui s'amusent à vous faire passer des sites pour les lanternes quand on parle blockchain, et déjà il faut dans un premier temps, remettre des choses très concrètes au début. Donc, quand on parle de série d'art, on parle forcément de série limitée, sinon, c'est plus de l'art. Voilà, a priori. À moins qu'il y ait un cas très, très particulier où l'art se fasse vraiment en grande série. Mais même si, on va dire, il y a un goodies un jour qui se fait sur une œuvre d'art ou quoi que ce soit, il faudra vraiment différencier d'un côté l'œuvre d'art et d'un autre côté l'image de cet art qui va être produite en série pour faire des goodies ou, je sais pas, des posters, des choses comme ça. Mais on va en parler après, c'est une question intéressante. Donc, réponse de Normand, je ne sais pas s'il y a des Normands dans la salle, mais je suis obligé de la remettre un petit peu après, juste pour que tout le monde puisse faire ça. Mais voilà, il y a des choses qui ne dépendent pas de la blockchain, et ça, c'est important de le comprendre. Si jamais, surtout, vous voyez que je n'ai pas répondu, vous n'hésitez pas, si je l'ai oublié en route, à la reposer au moment. D'accord. Donc, si on parle de blockchain, on parle, comme vous l'avez compris, d'un système d'information. Je vais aller très très rapidement là-dessus, mais c'est histoire qu'on ait vraiment les mêmes bases entre nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un système d'information, et vous avez la définition juste en dessous, c'est toujours un ensemble organisé de ressources, alors de ressources quelles qu'elles soient, qui permettent de collecter, stocker, traiter et distribuer de l'information. D'accord. L'information, c'est ce que les Américains appellent la data. OK, donc c'est toujours dans un cadre de data management. Donc, une blockchain, si c'est un système d'information, eh ben, vous comprenez que c'est un moyen de collecter, stocker et traiter de l'information, mais de manière un petit peu différente de d'habitude. Voilà, si vous avez compris ça, la conférence est presque terminée. Donc, l'idée, c'est que dans tous les cas, un système d'information, il s'appuie sur deux sous-systèmes, d'accord? Un système technique et un système social, d'accord? Donc, le système technique, on le connaît, enfin, vous ne le connaissez pas encore, mais le système social, vous y êtes tous les jours dedans, d'accord? Puisque c'est le système organisationnel. Donc, dans tous les cas, quand on s'intéresse au système d'information et à les comprendre, il faut s'intéresser à la fois au système technique et à la fois au système social. C'est exactement ce qu'on va faire et donc, on va essayer de comprendre un petit peu comme ça. Je vous ai mis rapidement deux types de systèmes d'information juste en dessous là. Vous avez bien sûr les réseaux sociaux qu'on connaît en long, en large et en travers, et vous avez la boule à calcul qui est, je pense, la première blockchain de l'histoire de l'humanité qui a été retrouvée notamment en Mésopotamie, donc à la date de l'invention de l'écriture. On va en parler juste après. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que dans toute l'histoire des organisations et de l'humanité, on a retrouvé en permanence et on retrouve des systèmes à la fois sociaux et des systèmes techniques qui permettent, on va dire, de créer un nouveau système organisationnel. Donc, quand l'homme en a marre, l'homme, je parle de l'humain, quand l'homme en a marre de faire de la cueillette et de la chasse et d'être un nomade, qu'est-ce qu'il fait? Il va vouloir créer de l'agriculture. L'agriculture, comme vous le savez, ça pose un problème, c'est que contrairement au troc, où Béatrice va arriver de la forêt en ayant cueilli quelques framboises et moi en ayant chassé un lapin et Béatrice voudrait bien manger du lapin et moi des framboises, eh bien on va troquer et ça va aller très vite, il n'y a pas de problème de confiance entre nous. Si par contre on fait de l'agriculture et que moi je fais du blé et que Béatrice fait toujours par exemple des baies ou des framboises, le problème c'est que ça ne va pas pousser à la même saison et donc on ne va pas pouvoir échanger au même moment. Donc il va y avoir un problème de confiance entre nous et donc la création d'une créance, c'est-à-dire que quelqu'un va devoir de l'argent, enfin de la valeur en tout cas, à quelqu'un d'autre. Et bien ça, en 3400 avant Jésus-Christ, ils ont créé un petit système qui est conjoint à l'invention de l'écriture, donc que vous avez en haut avec la première tablette sumérienne, qui est la boule à calculer. Donc on va représenter en fait la créance par des petits pions là que vous voyez à côté. Donc on va dire par exemple que les sacs de blé c'est les petits trucs pointus les euh, et les, et les, euh, et les petits ronds les framboises de Béatrice. Je vais devoir, moi, du blé à Béatrice parce qu'elle m'a déjà donné des framboises. On va enfermer, par exemple, deux sacs de framboises contre un sac de blé à l'intérieur de cette boule en terre cuite.
d'accord, que Béatrice va conserver dans sa maison. Et le jour où, très concrètement, on va avoir besoin, Béatrice va dire, bah, attends, je sais que là, Aurélien, il a eu du blé, donc il va devoir me le donner. Bah, pour vérifier qu'il y a bien eu la transaction à l'époque, on va bien sûr écrire sur la boule en terre cuite la date de la transaction et le contenu de la transaction. Et bien, tout simplement, on va réunir deux, trois personnes du village, deux, trois tiers de confiance, et on va venir casser cette boule en calcul dans laquelle sont enfermés les petits objets que vous avez à côté. Et donc, on va comprendre, on va se rappeler en gros de l'échange. Et donc, c'est comme ça que Béatrice pourra prouver devant la communauté que Aurélien lui devait bien un sac de blé. Et donc, ça, en fait, c'est toute l'histoire de l'humanité, elle est toujours comme ça. Et donc, qu'est-ce que vous avez un peu plus tard? Vous avez, bon, on en a marre de faire de l'agriculture seulement, et on veut passer, l'humanité veut passer à une ère plus industrielle. Et pour faire une industrie, de l'ère industrielle, ben, ça demande encore une fois d'autres contraintes en matière d'échange. Il va falloir qu'on fasse des emprunts à risque, qu'on puisse faire des créances beaucoup plus grosses, qu'on puisse faire des décalages de trésorerie, etc., qu'on puisse promettre à son fournisseur qu'on le paye à 30 jours ou d'autres choses comme ça. Et donc, il va bien falloir trouver un système qui permette de garantir la confiance dans les acteurs. Et ce qui est bien, c'est qu'à cette époque-là est créé un système technique qui est l'imprimerie, d'accord, qui date de 1400. Le premier livre à être imprimé sur l'imprimerie, tout le monde le sait, j'imagine, c'est la Bible, parce que ben, c'est le livre important localement de l'endroit où l'imprimerie a été créée, donc la Bible. Et le deuxième, ça se sait beaucoup moins, c'est que le livre qui a été imprimé, le deuxième livre qui a été imprimé via l'imprimerie, c'est le traité de comptabilité de Luca Pacioli, d'accord, tout simplement, c'est le traité qui explique comment on fait la comptabilité que vous connaissez encore en double entrée avec débit crédit, d'accord, et qui permet de suivre en fait tous ces mouvements financiers de l'industrie, d'ailleurs avec un plan comptable, etc. Et ce qui est rigolo, c'est de savoir qu'en fait, cette manière de compter existait déjà depuis l'Égypte antique, et donc, si vous voulez, elle est bien apparue à un moment précis de l'histoire parce qu'il y avait un besoin de l'humanité pour pouvoir l'utiliser, alors qu'avant, depuis l'Égypte antique, personne l'utilisait, c'était resté sur un... Bon, il faut dire que la comptabilité en double entrée en hiéroglyphe, ça doit être quelque chose, hein, mais les experts comptables de l'époque, ils doivent être un peu coton. Mais voilà, donc l'idée, c'est que moi, quand j'ai fait mes recherches, puisque avant d'être entrepreneur, je faisais de la recherche scientifique, je m'étais dit, bah, tiens, si à chaque fois que, on va dire, les entreprises changent, le monde change, etc., il y a un nouveau système d'information qui existe, là, on a un nouveau système technique qui est Internet, et pourtant, on n'a pas un nouveau système comptable qui est apparu. Donc, c'est comme ça que j'ai cherché et que j'ai découvert, notamment la blockchain à l'époque, évidemment, Bitcoin de Satoshi Nakamoto, dont on parlera un petit peu plus tard, mais qui est un nouveau système qui permet en fait, tout simplement de se passer des tiers de confiance, c'est-à-dire que vous voyez que dans tous les systèmes qui ont pu exister avant, ça reposait sur un tiers de confiance, d'accord? Et là, ce système de blockchain sert toujours à tracer de la transaction de manière différente entre les individus, à réduire ce problème de confiance entre les individus, mais sans pour autant avoir un tiers de confiance qui soit le comptable ou le chef de tribu, quand on parle de boule à calculer, qui va, ou le chef ou la tribu en entière, qui va valider en fait que Béatrice, quand elle a cassé sa boule, Aurélien lui doit bien un sac de blé. Donc, en fait, ça, c'est ça qui est important à comprendre, c'est qu'on s'inscrit vraiment dans cette dynamique des systèmes d'information. Donc, du coup, quand on parle de blockchain, ce que vous êtes amené à comprendre juste à présent, c'est qu'on parle juste d'un système d'information qui vient s'inscrire à un moment précis de l'humanité. Et ce moment précis de l'humanité, c'est 2008, en fait. Enfin, c'est autour des années 2007-2008. Pourquoi? Parce qu'on a une double contrainte au niveau comment dire, on a une double contrainte au niveau de l'humanité, deux donnes, on va dire. La première, c'est qu'on est entré dans un système d'information, c'est-à-dire pardon, pas un système d'information en une phrase, mais dans un système où l'information, un système global, où l'information a pris une place capitale du fait du numérique et des ordinateurs. Et le numérique, ça a un avantage qui peut aussi avoir une contrainte, c'est que quand on transfère de la donnée, et bien, cette donnée, elle se réplique. Donc, si je prends un exemple très très simple, si j'envoie un mail à Béatrice, au début, il y en avait un, c'est-à-dire j'envoie un texte qui dit bonjour Béatrice, comment vas-tu? Au moment où Béatrice le reçoit, ou je l'envoie à Béatrice, on va avoir deux fois le texte Béatrice, comment vas-tu?
D'accord? Une fois une copie chez moi et une fois une copie chez Béatrice. Donc, on a créé deux versions. Béatrice va l'envoyer, va transférer ça en disant ah, ben, t'as vu, Aurélien m'a dit Béatrice, comment vas-tu à un autre collègue à elle. Et on va créer une troisième version et ainsi de suite, autant de fois qu'elle envoie. Donc, d'une version, on a créé trois versions à la fin, juste en envoyant trois fois. Donc, vous pouvez imaginer que quand on l'envoie 100 000, 300 fois ou je ne sais pas combien, ça pose énormément de problèmes. Alors non, ça pose pas forcément un problème, justement, je m'en mêle dans ce que je dis, mais ça pose des contraintes. Alors quand on parle de connaissances et quand, par exemple, ce que j'envoie à Béatrice, c'est la recette de ma grand-mère que j'ai envie de garder sur 12 générations, ben, c'est super parce que ben, on crée autant de recettes et donc on est sûr de ne pas la perdre. Par contre, ben, le problème, c'est quand on veut se transférer de la valeur, d'accord? Parce que si quand on transfère des choses qui ont de la valeur, eh bien, on fait la même chose. Donc, par exemple, si je veux transférer 1 € à Béatrice et qu'au moment où je lui envoie, j'ai fait 2 € et qu'au moment où elle a besoin de l'utiliser et qu'elle est obligée de l'envoyer à quelqu'un d'autre, eh ben, ça fait 3 €. Et ça, quand de 1 € on fait à 3 €, ben, ça s'appelle l'inflation. D'accord? Donc ça, c'est pas super top. Et vous comprenez bien que pour pallier à ça, le monde numérique s'est entouré de tiers de confiance. Donc, par exemple, il faut bien comprendre que votre banquier, quand vous envoyez 1 €, il a plusieurs rôles. Le rôle, c'est de vérifier que vous ayez bien cet euro qui soit présent chez vous et que vous ayez le droit de l'envoyer à quelqu'un d'autre. Mais c'est aussi et surtout de vérifier que quand il ajoute 1 € à Béatrice, le banquier, son rôle, c'est de vérifier qu'il l'enlève chez moi et que donc cet euro a bien été transféré comme ça. Et donc que c'est un transfert et pas une réplication. C'est pareil quand vous achetez une maison, d'accord? Le notaire, quand vous passez chez le notaire, alors si on parle de la France, hein, le notaire, son rôle principal, c'est de transférer le bien, c'est de dire oui, ok, Aurélien a bien vendu une maison à Béatrice, mais c'est de dire que cette maison, non seulement elle appartient maintenant à Béatrice, mais aussi de justifier qu'elle n'appartient plus à Aurélien. Et ça, ben, vous comprenez que c'est important parce que sinon, ben, ça vous met dans une situation un petit peu délicate. Donc, tant qu'on a les tiers de confiance, tout va bien. Sauf que, pour vous la faire très rapidement, en 2007, on a une situation très très particulière dans le monde, qui est la crise des subprimes. Alors, je la refais pour ceux qui ne connaissent pas la crise des subprimes, mais la crise des subprimes, si on la résout, on l'a dit très très rapidement, c'est tout simplement partie d'une situation d'endettement des Américains et d'endettement notamment par des prêts à la consommation, puisque quand vous faites un prêt par exemple immobilier, l'avantage c'est que même si vous avez un problème à rembourser ça, vous avez une capacité à revendre l'actif que vous avez acheté avec le bien et donc notamment normalement vous sortir de l'emprunt. Quand c'est un prêt à la consommation, c'est pas du tout le cas. Vous achetez une voiture, vous achetez une télé, à partir du moment où vous l'avez sorti, elle n'est même pas sortie du carton, vous êtes sorti du magasin, que déjà l'actif a dévalué complètement. Et donc, si vous voulez, il y a un risque, c'est que si jamais celui qui a souscrit l'emprunt ne peut pas rembourser, ben, la banque se retrouve avec un emprunt qui n'est pas fait. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour pallier ça? Notamment pas que sur ça, mais c'est encore plus important sur les emprunts en consommation. On adjoint ce prêt, la banque demande d'adjoindre ce prêt à une assurance qui va garantir qu'en cas de non-remboursement de ce prêt, l'assurance va prendre le relais et faire ça. Et donc, les banques aux États-Unis ont fait ça, donc elles ont fait tout un tas de prêts, de prêts qui étaient assurés à tout un tas de gens pour des crédits à la consommation, et ça s'est fait de plus en plus. Jusqu'au jour où, à force d'en faire énormément, il y a une partie des gens qui se sont retrouvés dans l'incapacité de, de payer. Et ben, en fait, ça s'est rapidement propagé, puisqu'en fait, comme ce nombre de gens qui étaient dans l'incapacité de payer était énorme, qu'est-ce qu'ont fait les banques? Elles ont dit, OK, ils peuvent plus payer, donc on va voir les assurances, et on va dire aux assurances que c'est à elles de payer. Sauf que les assurances, pas plus bêtes que les autres, qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles ont dit, ben non, nous, on ne paye pas. Pourquoi? Ben parce que nous, on assure un risque, mais a priori, vous avez pris, c'est presque une certitude que certaines personnes auprès desquelles vous avez fait des prêts ne pourraient pas rembourser. Et donc, comme ça, ben, il y a eu un problème, c'est que la banque a manqué à énormément d'obligations dans le cas de ces remboursements, et donc il y a eu un gros problème de cash. Ça veut dire que la banque, en fait, eh bien, elle était au bord de la faillite. Et donc là-dessus, il s'est mis à avoir tout un tas de comportements irrationnels autour de cette crise, des subprimes. Donc pour ceux qui étaient assez vieux, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est l'époque où Nicolas Sarkozy avait dû injecter 3 milliards dans les banques en France.
pour sauver les dépôts. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, qu'est-ce que les entreprises ont fait? Ben, tous ceux qui avaient des actifs ont essayé de les sortir de la banque. Les particuliers ont essayé aussi d'aller chercher du liquide, etc. Et donc tout ça, ça a produit un krach boursier. Pourquoi? Parce qu'en fait, les intermédiaires de confiance ont eu un comportement à un moment donné qui était irrationnel. Irrationnel pas pour eux, puisqu'en fait, l'irrationalité, c'était que chacun essayait de sauver sa peau dans un moment de crise. C'était une irrationalité par rapport euh, à une communauté, si on peut le dire comme ça, donc l'équité mondiale. Et donc, ben, tout simplement, il y a eu, excusez-moi, j'ai un mec qui va chatouiller, euh, il y a il y a une irrationalité qui s'est produite et donc il y a une perte globale et très très forte dans tous les tiers de confiance. Et donc à ce moment-là a émergé la blockchain Bitcoin et c'est comme ça qu'elle a été comprise. Mais c'est bien dans ce système-là, donc il faut bien comprendre que la blockchain, elle arrive à un moment de l'histoire où on a un problème, c'est qu'on ne peut pas répliquer les choses qui ont de la valeur, sinon elles perdent de leur valeur du fait d'être dépliquées, et ça répond un petit peu d'ailleurs à la question d'Eric. Donc comment on fait pour garder quelque chose d'unique et ne pas le répliquer 250 fois? Et deuxième fois, comment on fait pour faire ça dans un système où les gens n'ont plus confiance dans les certificateurs traditionnels, dans les tiers de confiance, tout ce qui est banquier, assurance, etc. Et c'est comme ça que la blockchain est arrivée. Donc là, on ne va pas y passer longtemps parce qu'on n'aura pas le temps, même si c'est avec plaisir qu'on verra plus de fois. Là où ce que je voulais vous dire, c'est que vraiment, si on regarde la blockchain, ben, vous voyez que les premières traces historiques, regardez pas à l'intérieur du slide, regardez vraiment que les dates. Les premières traces de la blockchain, elles datent de 91. Moi, en 91, j'étais pas né, mais pour ceux qui l'étaient ou ceux qui peuvent imaginer, essayez de regarder à quoi ressemblait à l'époque un téléphone portable, je ne sais même pas s'il y en avait, ou je sais pas, une télé ou même un ordinateur. Et Windows 95 n'était pas sorti, alors que c'est sans doute lui on va dire, qui a démocratisé Internet, enfin oui, Internet, mais même l'ordinateur chez les gens. C'était vraiment la préhistoire. Et pourtant, les premières ébauches de blockchain, elles datent de 91. Donc, quand je vous dis que les gens disent n'importe quoi quand ils disent que c'est une technologie qui est récente, ben là, vous en avez la preuve. Et comment ça a commencé, en fait, la blockchain? Ça a commencé tout simplement par des chercheurs qui ont créé une solution pour horodater des documents numériques. Donc, l'horodatage, c'est tout simplement, c'est une capacité à savoir à quelle heure et à quelle date, de manière certaine, un document est passé. D'accord? Et donc ça, c'est hyper important parce qu'en fait, qui c'est qu'on connaît, nous, notamment en France, qui est le spécialiste de horodatage? Ben, c'est l'huissier de justice, d'accord? Qui vient vous dire, ben oui, les squatteurs, ils étaient bien là le jeudi 24 à 10h, l'appartement était squatté. Donc c'est ça l'horodatage. Et ça, c'est déjà hyper intéressant puisque pour la première fois, on peut savoir à quelle heure, de manière sûre et certaine, un document est passé sur un système d'information. Donc ça, c'est une des premières caractéristiques de la blockchain. Après, un petit peu après, on a un autre chercheur qui introduit un autre système qui s'appelle le bloc, d'accord, l'arbre de Merkel en tout cas. Donc l'arbre de Merkel, on ne va pas y rentrer dedans dessus parce qu'on n'aura pas le temps, mais tout simplement, c'est la capacité à regrouper de la donnée en blocs, d'accord. Et donc ce bloc, ce qui est intéressant, c'est qu'il est plus facilement manipulable. C'est exactement comme une valise. Alors il ne faut pas confondre avec des fichiers, d'accord, puisque les fichiers, en fait, tout simplement, ça permet d'avoir de la métadonnée sur des choses, donc, mais en vérité, la donnée n'est pas rassemblée. Là, l'arbre de Merkel, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait la même chose que vous quand vous faites votre valise pour partir à l'aéroport. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez plein de données différentes qui sont votre fringue, votre brosse à dents, votre culotte, ce que vous voulez, et vous n'allez pas pouvoir passer la sécurité, etc., avec tout ça sur le bras, parce que ça ne va pas être pratique. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les réduire dans un bloc, qui est votre valise, d'accord, sur lequel va vous rendre cette donnée facilement manipulable. Ce qu'il faut bien comprendre par la suite, c'est que tout comme votre valise, vous ne pouvez pas utiliser les choses dans l'état de bloc. C'est-à-dire que si vous avez besoin de vous brosser les dents, vous ne pouvez pas utiliser directement le bloc pour vous brosser les dents. Il va falloir défaire le bloc, défaire la valise, remettre à plat la donnée et donc utiliser votre brosse à dents à l'intérieur. Donc, à partir du moment où elle est dans le bloc, elle est manipulable, mais elle n'est pas utilisable en tant que telle. Donc, on a déjà deux particularités de la blockchain. Vous comprenez, commencez à comprendre pourquoi ça s'appelle blockchain. Donc, c'est une solution qui, dans un premier temps, permet d'horodater des blocs de données, d'accord, des blocs de données, à savoir à quelle heure ça passe. Et ça, ce qui est bien, et ça, c'est ce qui se passe en 2004, c'est qu'on réussit à le faire sans intermédiaire de confiance. Ça veut dire qu'en fait, tout simplement, on peut envoyer des
on peut faire toutes ces activités sans avoir quelqu'un qui le certifie en permanence. Ça, on va y venir rapidement. Et 2007, crise des subprimes, donc tout ça, on ne savait pas trop quoi en faire. Et 2008, juste après la crise des subprimes, on a un inventeur qui s'appelle Satoshi Nakamoto. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas si c'est un pseudo, on ne sait pas si c'est un groupe de personnes, on ne sait pas quoi que ce soit, mais qui crée, on va dire, un petit papier, un white paper qui ressemble à un papier scientifique et qui présente le premier cas d'utilisation de cette blockchain, qui est le Bitcoin, et donc qui permet de faire des paiements distribué, ça veut dire sans organe central de contrôle, pair à pair, peer-to-peer. Okay, et donc ça, c'est le Bitcoin. En 2013, un autre aspect, mais qu'on n'aura pas le temps de discuter honnêtement, c'est que vous avez un autre inventeur qui, lui, pour cette fois, est connu, qui lance une blockchain qui ressemble un peu à Bitcoin, mais qui a la particularité de pouvoir faire des smart contracts, c'est-à-dire de pouvoir exécuter automatiquement certaines conditions. Par exemple, si je marque dans la blockchain que le paiement doit se faire le premier à midi et que ce paiement doit être de 1 euro de relais vers Béatrice, à cette date, à midi, le paiement est fait, quoi qu'il arrive, et ça, c'est assez intéressant, notamment quand il n'y a pas d'organe de contrôle, puisque ça permet de rémunérer les gens qui travaillent sur certains sujets. Ça va? Il y a des questions ou ça va? Non, ça va. Ça va? Enfin, on garde juste du coup la question d'Eric Ouais, pour la tout à fin. fait. Mm. Tout à fait. Combien de temps il reste là, à peu près, Béatrice? Bah, du coup, enfin, ça va dépendre des participants. C'est vrai que nous, d'habitude, on finit à 13h, mais là, c'est vrai, comme on a commencé un peu tard, on peut se fixer 13h30. Ok, d'accord. Donc, les caractéristiques, l'idée, c'est que quand on parle d'un système d'information, maintenant, comment on sait que c'est une blockchain, d'accord? Quand on parle d'animaux, comment on fait pour savoir qu'un chien est un chien et pas un chat, d'accord? Donc, tout simplement, la blockchain, c'est un système d'information qui se repère par ces 5 caractéristiques qui sont primordiales, et notamment celle que vous avez le plus en haut, que je n'ai pas mis en haut par hasard, euh, qui est la gouvernance distribuée des données. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la blockchain, quoi qu'il arrive, une blockchain n'a pas d'organe central de contrôle. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les membres du réseau, puisque la blockchain, c'est un réseau, vous commencez à le comprendre, n'ont pas plus de poids qu'un autre membre du réseau. Donc, à ce titre, tout le monde a la même possibilité sur la blockchain. Et ça, c'est assez déstabilisant quand nous, on a l'habitude d'avoir en fait tout simplement un réseau qui est centralisé. Hein. Tout le monde, quand on oublie son mot de passe sur, je sais pas, Gmail, ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on fait? On va demander au maître du réseau, à l'organe central de contrôle, de bien vouloir modifier certaines choses pour qu'on puisse réaccéder à notre compte, etc. Ben ça, sur la blockchain, c'est pas possible. Alors, évidemment, toutes ces caractéristiques, elles ont des avantages et des inconvénients. Donc, l'avantage d'une gouvernance distribuée, c'est que c'est très pratique, notamment quand vous avez un problème de confiance. Ça veut dire que puisque tout le monde a le même poids dessus, personne ne peut tricher, personne ne peut avoir une voix supplémentaire au groupe, puisque tout se fait par un système de vote. Et là-dessus, pour les 2-3, s'il y en a qui existent, on va dire qui sont avancés sur la technologie, vous allez comprendre que vous allez être obligé de prendre des raccourcis un peu grossiers sur les choses, parce que l'idée, c'est que les gens puissent comprendre ça, mais voilà, donc on va dire que on va s'entendre pour les autres sur le fait que, grosso modo, la gouvernance sur une blockchain s'effectue par un système de vote automatique. Voilà. Donc, cette gouvernance, personne n'a de poids supplémentaire tant que vous n'avez pas plus de 51% du réseau en votre possession. Pourquoi? Parce que quand on vote, si vous avez plus de 51%, c'est comme si vous votiez tout seul. D'accord? Est-ce que je suis clair là-dessus? Ça va? Donc ça, c'est pour la gouvernance distribuée. Le problème de la gouvernance distribuée, c'est qu'il faut arriver à que ça ne soit pas l'anarchie. Ça veut dire que si, et la blockchain, c'est bien l'inverse de l'anarchie. C'est-à-dire que si vous avez un système où vous n'avez pas d'organe central de contrôle, il ne faut pas pour autant que ça soit le bordel. Il faut que ça soit fait de manière très, très concrète. D'accord? Donc ça, on va voir comment justement on a trouvé des solutions par rapport à ça. Deuxième caractéristique, c'est que vous avez compris, la blockchain sert et ne sert uniquement qu'à enregistrer et effectuer en même temps des échanges. D'accord? Des échanges de valeur. Ça peut être de l'argent, ça peut être plein de choses, on va le voir après. Ces échanges, quoi qu'il arrive, ils se passent toujours pair à pair. Ça veut dire qu'ils se passent de personne à personne ou d'organisme à organisme sans intermédiaire de confiance. Donc ça, c'est super parce que ça permet notamment de baisser les prix. Vous n'avez pas de prix très très peu de prix de transfert, contrairement à d'autres
à d'autres systèmes bancaires, etc. Le problème, c'est qu'il faut pour autant que l'échange soit vérifié. Ça veut dire que si moi, je peux envoyer 1 € à Béatrice, il faut pour autant vérifier que 7 €, je l'ai bien en banque et que Béatrice a bien la capacité à le recevoir, etc. Donc ça aussi, l'enjeu, c'est de devoir trouver comment on fait dans un réseau où on envoie de la valeur directement pair à pair pour garantir que cette transaction est bien faite. Troisième caractéristique, c'est l'auditabilité. Donc en fait, une blockchain, à n'importe quel moment, notamment les blockchains publiques, mais encore une fois, je suis obligé de caricaturer pour faire simple, mais une blockchain, à n'importe quel moment, on peut aller vérifier l'ensemble des transactions pair à pair qui ont été faites sur le réseau et l'ensemble des décisions qui ont été prises par la gouvernance distribuée. Cette auditabilité, il y en a beaucoup qui l'entendent évidemment comme une auditabilité presque comptable. Alors c'est le cas, puisque c'est un registre, c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de technologie de registre distribué. Mais en fait, c'est vrai et c'est faux. Pourquoi? Parce qu'en fait, évidemment, cet audit se fait sous forme de code, sous forme de langage informatique, et donc n'importe qui n'est pas capable d'aller auditer une blockchain. D'accord? C'est une compétence très particulière. C'est d'ailleurs pourquoi ça, aujourd'hui, qu'on insiste auprès d'experts comptables pour qu'ils puissent aussi avoir des collaborateurs qui sont en capacité d'aller auditer ces blockchains, et d'autres corps de métier d'ailleurs. Mais l'idée, c'est que cette auditabilité se fait sous forme de code. Et donc, si vous voulez, ce n'est pas une audit qui est accessible à tout le monde. Donc oui, vous avez une certaine indépendance, mais cette indépendance passe quand même par l'acquisition d'une compétence technique ou par la confiance dans un autre tiers de confiance. C'est-à-dire que vous l'avez plus, ce tiers de confiance, vous l'avez plus au moment de l'échange, vous l'avez au moment de la vérification de l'échange. Et donc ça, c'est aussi évidemment un enjeu important. Quatrième caractéristique, c'est l'immutabilité ou l'immuabilité, c'est presque la même chose. C'est la capacité, en fait, une donnée ou un échange qui est entré sur la blockchain, il est entré pour toujours de manière ineffaçable. La seule manière d'effacer cette donnée, ça serait d'arrêter, on va dire, et là encore, je caricature un peu l'électricité du monde entier, mais comme j'aime bien le dire dans mes cours ou dans mes conférences, le jour où ça arrivera, on aura tous quelque chose de mieux à faire que de s'occuper de la blockchain. Donc, de règle générale, les données qui sont entrées sur la blockchain ne peuvent pas être supprimées, ne peuvent pas être modifiées. Donc, s'il y a une erreur, qu'elle soit volontaire ou correction, etc., on ajoutera toujours une donnée supplémentaire pour venir corriger cette erreur. Par exemple, si on a rentré un document qui dit le bateau est rouge, même si le bateau est bleu, on aura rentré le bateau est rouge. Par contre, à charge derrière de rajouter de l'information qui dit finalement le bateau est bleu, d'accord? Mais on ne viendra pas supprimer l'information que le bateau est rouge. Et ça, c'est très intéressant, notamment dans le cadre d'activités de traçabilité. Je pense que vous avez tous entendu parler, par exemple, du scandale, vous savez, des lasagnes de cheval, là, avec Spanghero. Mais ça aurait été très intéressant de pouvoir tracer cette donnée, non seulement parce que, oui, il y aurait pu avoir de la même manière des choses fausses, par contre, on aurait pu savoir à quel moment les choses fausses avaient commencé avec un audit suivant, et surtout, qui avait menti. D'accord? Là, le problème que ça pose, l'immutabilité, et ça, tout le monde ne le comprendra peut-être pas, c'est quand on parle de données personnelles. Comme vous savez, les données personnelles, aujourd'hui, le RGPD, donc le Règlement de protection générale des données, prévoit que tout individu a un droit, notamment d'oubli sur ces données, c'est-à-dire un droit d'effacement. Or, si vous entrez de la donnée personnelle dans la blockchain, vous comprenez bien qu'on ne peut pas techniquement effacer ces données, donc ça présente un enjeu. Aujourd'hui, il y a des solutions techniques qui ont été trouvées par rapport à ça. Je ne rentre pas dans les détails, sauf si vraiment il y a des questions à la fin là-dessus. Mais voilà, en tout cas, il y a un enjeu au niveau de la protection des données personnelles. Et cinquième caractéristique, c'est que sur une blockchain, on est pseudonyme, c'est-à-dire qu'on n'agit pas en son nom propre et en son prénom propre, on agit sous le compte d'une clé publique, c'est-à-dire d'un pseudo. On va voir après comment ça se passe. Et c'est vraiment du pseudo, puisqu'en fait, il y a une petite différence au niveau juridique entre l'anonymat et le pseudonymat. Mais c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, on ne sait pas avec qui vous faites cet échange. C'est-à-dire que moi, quand j'envoie 1 € à Béatrice, Béatrice m'a au préalable envoyé son pseudo qui est sous forme de chiffres. D'accord? Donc, je sais que j'envoie, par exemple, 1 € à 1, 2, 3, 4, 5, mais je ne sais pas si c'est Béatrice qui est derrière ou si c'est Jean-Jacques le cordonnier. D'accord? Et donc ça,
C'est intéressant notamment quand vous êtes dans le cas d'espionnage industriel. Donc, je dis n'importe quoi, je m'appelle Airbus, j'ai qu'un concurrent, grosso modo, qui s'appelle Boeing. Et je ne veux pas forcément que Boeing sache que j'ai envoyé X argent à tel fournisseur parce que sinon il va se douter du modèle que je fais. Donc j'ai tout intérêt à passer sur la blockchain ou dans le grand livre auditable, on verra que tel numéro a envoyé telle somme d'argent à telle personne, mais on ne saura pas qui c'est. D'accord. Donc ça pose un avantage en termes de sécurité d'information et de l'espionnage industriel, etc. Par contre, ça pose un problème, vous avez bien compris, parce que du coup, on ne sait pas non plus à qui on envoie l'argent ou la valeur. Donc, ça peut être aussi bien un groupe terroriste qu'à qui on veut. Donc ça, évidemment, il y a des parades qui ont été trouvées depuis, donc notamment une qui s'appelle le KYC, Know Your Customer, c'est-à-dire que quand vous êtes rentré sur une blockchain, aujourd'hui, tous les prestataires de services, c'est-à-dire y compris les QChain, sont dans l'obligation de vous faire passer une petite procédure pour vérifier votre identité réelle. Vous en avez peut-être déjà fait quand vous avez ouvert un compte en ligne. Généralement, on vous demande de scanner votre passeport et votre pièce d'identité. Après, on vous fait faire une photo où on vous demande de bouger la tête, de cligner d'un œil, enfin un truc comme ça. C'est pour vérifier que ce soit bien vous qui ouvrez la chose, ce qui fait que si un jour il y a un problème d'ordre juridique là-dessus, la justice peut demander à un émetteur de bien vouloir faire la liaison entre le pseudonyme et l'entité réelle. Donc ça, c'est important et ça fait partie aussi des pièges dans lesquels il ne faut pas que vous tombiez si jamais un jour vous utilisez le système blockchain. Tout ça pour dire qu'une blockchain, c'est forcément un système d'information qui a ces 5 caractéristiques, d'accord. Et ces caractéristiques sont indissociables, c'est-à-dire elles sont toujours présentes de manière plus ou moins forte, mais elles sont toujours présentes. Dans la régulation et quand vous allez lire, je vous le dis juste comme ça, vous n'allez jamais ou très rarement voir le mot blockchain. Pourquoi? Parce que les blockchains appartiennent à une famille qui s'appelle les DLT, Distributed Ledger Technology, d'accord, ou les technologies de registre distribué. Et ces technologies de registre distribué, en fait, toutes les blockchains sont des technologies de registre distribué, mais toutes les registres distribués ne sont pas des blockchains. Et donc, dans les régulations, dans les lois et dans les articles un peu sérieux, vous n'entendrez pas parler de blockchain, mais de DLT. Voilà, ça c'est juste pour le petit point. Mais il faut bien comprendre qu'une blockchain, ça a toutes ces caractéristiques, notamment la gouvernance distribuée. Ça va? Des questions, Béatrice, des choses comme ça? Oui, on a une question. Donc, Anthony qui te demande si tu peux lister les avantages de l'utilisation de la blockchain pour la traçabilité et l'authenticité. Alors, lister, oui, je vais essayer de faire un maximum comme ça à chaud. Euh, Alors, pour la traçabilité, ce qui est en fait, c'est à la fois les caractéristiques. Hein. C'est-à-dire qu'on va avoir une traçabilité qui va être immutable, c'est-à-dire avec des données qu'on ne pourra pas et qu'aucune personne ne pourra venir bouger. Donc ça, c'est intéressant dans le cas où on va revenir plus tard sur un problème donné dans la traçabilité. On va aussi le faire de manière pseudonyme, ça veut dire qu'on va pouvoir voir aussi certains problèmes sans forcément mettre le doigt sur quelqu'un, et ça peut être aussi agréable dans un moment, après avoir en fonction du cas d'usage où c'est qu'on met la limite, par exemple, est-ce que la limite on la met de suite, c'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, on tape sur quelqu'un, etc. Mais ça, c'est paramétrable, hein, je veux dire, c'est une chose. Le fait que la gouvernance soit distribuée, c'est-à-dire que si on partage avec d'autres personnes, et notamment des gens qui ont des intérêts qui sont très différents de nous, d'accord, la blockchain, et bien dessus, on va pouvoir tracer différemment. Donc, par exemple, si vous faites une blockchain agroalimentaire dans laquelle vous mettez à la fois Carrefour, à la fois le petit agriculteur du coin, à la fois celui qui gave les canards et à la fois l'association des véganes ou de la protection des animaux du coin, mais vous comprenez bien que là, sur un réseau, comme leurs intérêts sont complètement différents, eh bien, on va avoir un niveau de sécurité qui va être vraiment gros, d'accord, vraiment très fort. Pourquoi? Parce que tout simplement, le fait que leurs intérêts divergent, c'est qu'ils n'ont pas intérêt, vous avez compris que un des seuls moyens de venir à bout de ces systèmes, c'est d'avoir plus de 51% des votes. Ben, vous comprenez bien que ces gens-là vont très très difficilement se mettre d'accord et donc la donnée dessus va être intègre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous n'êtes pas obligé de passer, encore une fois, pair à pair, par un système sur la traçabilité, par un système où vous avez un intermédiaire qui va venir vérifier chaque produit. Un intermédiaire, surtout en traçabilité, ça peut être quelqu'un de très très coûteux. Donc, par exemple, un cabinet extérieur qui vient vérifier que vos fromages, alors, je ne sais pas exactement s'il pense à un cas particulier sur la traçabilité, mais etc., soit là, ben ça coûte.
Et donc ça, ce qui est bien, c'est qu'en le faisant pair à pair, on peut vérifier ça à n'importe quel moment. Et l'auditabilité, ben, vous l'avez bien compris, si on parle de traçabilité, ce qui est intéressant, c'est qu'à n'importe quel moment, on va pouvoir vérifier ce qui a été fait, la donnée qui a été faite, mais aussi comment le schéma de processus de validation, etc., a été fait. Et donc, on va pouvoir vérifier qu'il y a un problème. Et aujourd'hui, il faut savoir que toutes ces choses-là, si c'est bien fait, si c'est fait par les gens qui ont les autorisations nécessaires, eh bien, c'est opposable devant la justice et ça peut faire partie, à minima, comme élément de preuve d'un procès ou de choses comme ça. Et à maxima, ben, ça peut même être le système de référence si, encore une fois, en fonction des utilisations. Est-ce que j'ai répondu à la question d'Anthony? Alors, j'attends. Hop. Et oui, il a dit oui, merci. Ok, super. Mm. Pas d'autres questions pour l'instant, c'est bon? Alors, je vérifie. Non. Ah, Ok. attends. Hop là. Alors, du coup, on a une question. C'est d'Eric. Après, je ne sais pas si tu préfères répondre Bah, à toutes ces c'est toi qui questions. vois si tu vois qu'elle est légitime maintenant ou si on peut l'attendre à la fin. Ok. Parce que du coup, c'est en lien avec sa première question. Eh ben vas-y, alors, je t'écoute. Ok. Alors du coup, donc pour reprendre la question, donc c'est donc s'il souhaite émettre des œuvres d'art en série limitée, s'il peut émettre un token à chaque œuvre éditée et comment. Ensuite, il précise que la loi française limite à 30 les séries limitées en art, donc lithographie, photographie, etc. Et voilà, du coup. Ok. Je répondrai encore tout à l'heure. On va vraiment faire en sorte que Eric soit très patient. Donc, comment se passe en fait une blockchain? Comment ça marche une blockchain? On va le faire de manière très simple parce qu'après, je voudrais vraiment passer au cas concret parce que sinon, on n'aura pas beaucoup de temps. Mais l'idée, c'est qu'une blockchain, c'est comme si tous les membres du réseau, qu'on appelle les nœuds, d'accord, je vous ai représenté ici par des petits drapeaux, mais en gros, ils pourraient être très bien dans le même pays, différents, etc. Enfin, là, j'ai vraiment pris 3 drapeaux au hasard, avaient des colliers de perles. Sauf qu'on va essayer d'être un peu moins idiot que les gens sur Google Images, c'est qu'on va garder cette image du collier de perles en tête, mais nous, on va quand même faire un petit nœud au bout, histoire que toutes les perles ne se cassent pas la gueule. D'accord? Sur Google Images, apparemment, ils n'ont pas, les gens n'ont pas fait ça. Mais on connaît tous ce système de paires, et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on parle de paires, on parle de blocs, c'est-à-dire de groupes de données. D'accord? Donc chaque perle est unique, puisque le même bloc ne peut pas passer plusieurs fois. D'accord? Et la ficelle, c'est la chaîne. D'accord? Donc tout simplement, il faut s'imaginer que si tous ensemble, aujourd'hui, là, je pense qu'on est à peu près 70, si j'ai bien compris, on fait une blockchain ensemble, on va se mettre, alors bien sûr c'est automatique, ça se fait sur sur des systèmes informatiques en fonction des blockchains, et bien tout simplement on va se mettre toutes les temps, en même temps, c'est-à-dire que ça doit vraiment être fait en même temps, on va se mettre à insérer des blocs dans la chaîne. D'accord? Et donc, évidemment, si on le fait en même temps, comme vous pouvez le voir après sur le schéma en dessous, est-ce qu'on voit ma souris ou pas du tout Oui. sur le partage? Ok, super. Si on le fait en même temps, comme vous pouvez le voir, eh bien, tout simplement, on va avoir les blocs identiques, etc. Donc, en fait, on va créer, autant qu'il y a de personnes qui participent au réseau, des chaînes identiques dessus. Donc, ça veut dire que s'il y a un problème sur cette chaîne-là, on va pouvoir comparer avec toutes les autres chaînes de l'autre côté, que ça soit bien la même, etc. Donc, on va avoir des versions de secours. D'accord? Si le premier bloc de données, on le rentre à 13h24 et qu'on rentre un bloc toutes les minutes, vous comprenez bien que du coup, le bloc orange, ici, il a été créé à 3h26, d'accord? À 13h26, pardon. OK? Puisqu'on en crée un toutes les minutes. On le rentre dedans, qu'il y ait des transactions ou pas, qu'il soit vide ou qu'il soit plein. On fait passer notre valise, qu'elle soit vide ou qu'elle soit pleine. D'accord? Ça ne change rien. Et donc, vous venez comprendre comment marche l'horodatage. Ça veut dire que si on met une donnée, par exemple l'œuvre d'Eric, dans le bloc orange, on sait forcément qu'elle a été créée le 14 novembre à 13h24. D'accord? Ou à 13h26. OK? Et donc, ça, on va le faire. Et donc, vous comprenez bien que quand on va auditer, et donc là, évidemment, c'est très, très schématisé, on va pouvoir voir si, par exemple, ici, on n'a pas un nœud qui a fait un petit peu quelque chose de pas terrible. Donc là, on voit que le nœud a mis un bloc qui n'est pas correct, ok, une transaction qui n'est pas correcte, puisqu'il est différent des autres. Et comme c'est la majorité qui a raison, on va faire soit une fork, on n'en parlera pas aujourd'hui, soit on va tout simplement
ajouter tous derrière, tous les nœuds vont ajouter le même carré orange et donc on va pouvoir continuer la chaîne comme si de rien n'était. Par contre, à n'importe quel moment, on va pouvoir venir vérifier que la Suisse a bien fait qu'il y a bien eu un problème chez la Suisse puisqu'elle a passé un bloc qui n'était pas valide. Et ça, on va pouvoir le vérifier tout au long de l'histoire de la blockchain. Voilà. Et donc, vous comprenez bien que plus on entre de blocs et plus c'est compliqué à faire, puisque une fois qu'on a mis, par exemple, ici, ce bloc, et qu'on a mis tout cela derrière, si je veux attaquer ce bloc, le seul moyen, c'est de défaire tous les blocs précédents. Et donc, le système hyper intelligent de la blockchain, c'est de dire qu'en fait, la sécurité du système, elle est garantie par le fait que l'attaque, le prix de l'attaque est toujours supérieur au gain de l'attaque. Donc, tout simplement, c'est comme si vous allez voir votre banquier, vous dites, je veux vous emprunter 60 millions d'euros parce que j'ai une affaire à 2000 euros qui me tend le nez. Votre banquier va vous dire, vous êtes fou, ne le faites pas. Et donc, voilà comment fonctionne la blockchain. De défaire tous les blocs, c'est beaucoup plus cher que ce que vous pouvez gagner en faisant un bloc. Est-ce que ça marche? Je suis obligé de passer vite si on veut aller au cas concret. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris ou ça va? Pour l'instant, pas de questions. Super. Donc, maintenant, on était dans les blocs. Maintenant, on va juste comprendre ce qu'il y a dans les blocs. Ça, c'est un schéma que j'ai récupéré sur la Commission européenne. Donc, si les commissaires européens peuvent comprendre, c'est que tout le monde peut comprendre. Je plaisante. Mais c'est comment ça se passe. Donc, tout simplement, il y a une transaction qui existe, d'accord? Donc, Aurélien donne 1 euro à Béatrice. Cette transaction est envoyée à tous les enfileurs de perles, d'accord? Qui valide cette transaction ou qui l'invalide, d'accord, évidemment. Donc, quand ils peuvent la refuser parce qu'ils disent, ben non, Aurélien, il est gentil, il veut donner 1 euro à Béatrice, mais il n'a pas 1 euro. Donc, ils peuvent la valider ou ne pas la valider, mais admettons qu'il la valide. Dans ce cas-là, on va insérer dans la valise, donc dans le bloc, tout un tas de transactions, d'accord. Donc là, c'est Aurélien qui donne 1 euro. Ici, c'est Béatrice qui a envoyé 10 à machin. Et ça, c'est Bidule qui a envoyé 4 euros à Schlups. OK. Donc ça, c'est pas d'importance. Et on ajoute le bloc à la chaîne de blocs, d'accord? Et ça, on le fait sur tous les nœuds du réseau, c'est-à-dire que tous les enfileurs de perles font exactement la même chose. Et à ce moment-là, on aura une transaction qui est complète, d'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une transaction est sécurisée à partir du moment où on a fait toutes ces étapes. Et donc, tant que ces étapes ne sont pas faites, la transaction a une possibilité d'être attaquée, d'être corrompue. Et donc, dans ce cas-là, vous comprenez juste qu'elle n'est pas sur la blockchain, elle est sur d'autres systèmes d'information transactionnels, sur le cloud, etc. Donc, on passe sur de la cybersécurité très, très classique. Enfin, très classique. Pas forcément gentil pour ceux qui en font, mais plus classique, en tout cas. Voilà. Donc, voilà comment se passe une transaction. Là, ben, vous comprenez toujours qu'on est à l'intérieur. Donc, on était tout à l'heure, on a regardé comment on fait le bloc avec nos enfileurs de paire. Là, on a fait la transaction là-dedans. Et maintenant, on regarde dans la transaction. Okay, donc, rien de très compliqué, si ce n'est que c'est en anglais pour ceux qui ne la comprennent pas. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour signer, c'est-à-dire pour comprendre que c'est bien Béatrice qui fait la transaction, elle va devoir se faire rejoindre une clé publique, d'accord, qui est son identifiant, ce qu'elle va pouvoir donner à tout le monde, et une clé privée, qui est tout simplement la solution à une équation, et qu'il n'y a que elle qui détient, d'accord. Si vous donnez cette clé privée, tout est foutu parce que quelqu'un peut prétendre être vous ou passer des transactions à votre place, d'accord. Donc la clé privée, vous la gardez et vous la gardez pour toujours. C'est pas un mot de passe où vous pouvez mettre le nom du toutou, hein. C'est environ 256 caractères aléatoires, d'accord. Donc c'est assez compliqué à retenir. On y viendra s'il y a des questions là-dessus, mais j'ai pas le temps d'y passer trop de temps. D'accord. Et tout simplement, c'est la réunion de cette clé privée et de cette clé publique qui va faire qu'on va pouvoir signer une transaction. Et donc, quand la transaction est signée, c'est comme ça qu'on va pouvoir la valider. D'accord. Et donc, la blockchain peut aussi, d'une certaine manière, être un moyen de vérification de l'identité numérique, puisque si j'ai vérifié l'identité de Béatrice et que je sais qu'il n'y a que Béatrice qui a sa clé privée, si un jour j'ai la clé privée plus la clé publique, c'est donc bien qu'il y a Béatrice derrière. Vous comprenez la logique? Je ne vais pas plus loin là-dessus, tout simplement parce que on n'a pas le temps. Pour arriver au cas concret, ce que vous comprenez bien, c'est qu'on n'a toujours pas parlé de token. On a parlé de blockchain, on n'a pas parlé de token. Si on reprend l'exemple des enfileurs de perles, a priori, de nous, personne n'enfile des perles par hasard et pour gratuitement. Donc en fait, le token, c'est juste
un petit jeton, d'accord, qui représente une valeur sur un marché, d'accord. Et donc, quand je vais vouloir, quand quelqu'un va passer un bloc, d'accord, quand les enfileurs de paires vont passer un bloc, en échange, ils vont avoir le droit à un jeton ou à une partie de jeton, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir échanger sur un marché contre de l'argent pour se rémunérer. Et tout simplement, ce jeton, eh bien, si moi, avec Béatrice, on veut pouvoir utiliser ce système, eh bien, on va devoir acheter une partie de ces jetons pour pouvoir rémunérer les gens qui font partie du système. Et donc ça, c'est les petits frais qui s'appliquent à chaque fois. Et donc voilà à quoi sert le jeton. Il sert tout simplement pour pouvoir utiliser le système. Ce qui est intéressant, c'est que ces jetons, une fois qu'on a la capacité à mettre des jetons sur un système sécurisé, ben, ces jetons, ils vont pouvoir, ben, comme dans la vraie vie, venir représenter des choses très différentes. Et donc, c'est là qu'on va comprendre les cas d'usage, notamment en prenant des exemples de tokens. Le premier token, c'est-à-dire le premier petit jeton, c'est un jeton utilitaire. Ça veut dire c'est une grande famille, ça, qui est assez normée aussi dans la loi, notamment le MiCA, dont on parlera peut-être rapidement à la fin. C'est un jeton qui va tout simplement permettre de consommer des produits sur la blockchain, des produits ou des services. D'accord. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce jeton, il est propre à un système. Vous le connaissez, c'est les jetons, par exemple, vous utilisez ça autrement que sur la blockchain, mais ça peut être comparable aux jetons que vous utilisez pour aller laver de votre voiture, aux jetons de casino ou aux jetons que quand vous allez faire la fête dans un festival, vous échangez contre une petite boisson ou des choses comme ça. Et bien ça, c'est exactement le même système. Ça veut dire qu'il est émis par quelqu'un qui fait un service. Donc, par exemple, vous voulez vendre, Eric veut vendre de l'art ou pas de l'art d'ailleurs. Eric veut vendre tout simplement sa connaissance dans l'art à des gens, c'est-à-dire ben, il peut dire ben, telle chose, c'est tel artiste qui l'a fait. Et ben, il va dire, moi j'émets un token qui va permettre aux gens de payer mes services. D'accord. Et donc lui, il va pouvoir y donner le prix qu'il veut dessus. D'accord. Donc si je m'appelle Haribo et que j'ai envie de vendre des bonbons en ligne, d'accord, je vais avoir intérêt à avoir un jeton dont le prix va être très bas, c'est-à-dire de l'ordre de 0,5. Pourquoi? Parce que ben, c'est la valeur d'un bonbon limité. Si par contre je m'appelle Airbus et que ce que je veux, c'est utiliser un token à l'intérieur de mon écosystème pour vendre des avions entiers, ben là, je ne vais pas avoir un token qui vaut 0,5, donc j'aurais plus intérêt à avoir un token qui vaut, admettons, 1000 euros pour avoir moins de chiffres à se dépatouiller et plus facilement. Ça, c'est très utile, comme vous comprenez, dans un système où il y a des devises différents. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui arrive avec des yuan, avec de l'euro, avec du dollar, etc., ben, d'utiliser un utility token permet d'avoir une valeur commune à un moment dans l'échange, de la même manière que vous allez utiliser votre jeton à la station de lavage de la voiture. D'accord? Donc, l'utility token, au niveau régulation, pour ceux qui connaissent, il ne peut pas être véritablement considéré comme un actif numérique, c'est-à-dire comme une propriété. Pourquoi? C'est un peu compliqué, puisqu'en fait, la valeur, ce n'est pas sa valeur. Il n'y a pas de valeur inhérente au token. Il y a une valeur au service qui est vendu par l'émetteur. Donc, un exemple très très simple de cas d'utility token, c'est par exemple Storage qui vend de l'espace sur le cloud avec. Donc, vous avez des gens qui ont trop d'espace sur leur disque dur, d'accord, qui vont vendre à des gens qui n'en ont pas assez de l'espace. Donc, tout simplement, celui qui n'a pas assez d'espace va devoir acheter des jetons Utility Token Storage, d'accord, qui vont envoyer à celui qui a trop d'espace en échange de l'utilisation de ce service. Du coup, celui qui a trop d'espace va avoir une accumulation de jetons, soit qui va pouvoir échanger contre la valeur fiduciaire, c'est-à-dire la valeur en argent réel, soit qu'il va pouvoir conserver pour lui aussi quand il aura plus de jetons, pardon, pas quand il aura plus de jetons, quand il aura plus d'espace sur le disque, pour aller envoyer à quelqu'un qui aura trop d'espace sur son disque. Et donc, ça crée une espèce d'économie circulaire, d'accord, de la chose. Évidemment, storage, c'est-à-dire l'émetteur de service, retient un pourcentage à chaque fois de storage, d'accord, de valeur sur les choses, qui permet de rémunérer la plateforme de la même manière que Blablacar prend un petit fils au passage du covoiturage. D'ailleurs, Blablacar pourrait très bien être un système fonctionnant sur blockchain, d'utility token, ça fonctionnerait très très bien. Je vois pas trop quel est l'intérêt puisqu'ils ont quasiment que du français, mais ils pourraient avoir des choses, donc ça marcherait aussi. Donc ça, c'est un exemple. Je vais pas vous faire
L'exemple d'Augure qui est un petit peu compliqué, mais voilà, vous en avez plein. Il faut savoir aussi qu'en utility token, vous pouvez acheter directement via des machines connectées aussi des produits, d'accord? Donc des produits comme, je sais que ça existe pour la boisson. Ben, nous, on l'a par exemple pour tout ce qui est, produits pour chevaux, etc. Vous pouvez acheter directement grâce à des utility tokens, des choses. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi avoir un écosystème, donc de la même manière comme EQChain, c'est-à-dire que cet utility token peut être valable dans tout l'écosystème. C'est-à-dire que si moi je me mets d'accord, par exemple, que l'utility token EQChain soit aussi valable chez Amazon, je dis n'importe quoi, ben vous pourrez dépenser cet utility token pour acheter sur la marketplace d'Amazon des choses. Et donc c'est assez intéressant puisque ça vous permet de dépenser ça de manière intéressante. Je vous rappelle au niveau fiscalité que la plus-value que vous faites sur tous les tokens, via la flat tax, est taxée à environ 30%. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'intérêt forcément à revenir vers du fiat quand vous avez des jetons, puisque si la plus-value est taxée à 30%, vous avez plutôt intérêt à dépenser directement vos jetons. Cet utility token, on pourrait très bien l'utiliser dans l'immobilier, d'accord? Si on, je dis n'importe quoi, on a un club d'immobilier ou quoi que ce soit, on pourrait l'utiliser aussi pour obtenir des services comme les frais de notaire, frais d'argent, réalisation de scan, etc., paiement de travaux, mais vous comprenez bien que ça n'a rien à voir avec de la monnaie, d'accord? Puisque en lui-même, c'est juste le prix du service. Rappelez-vous, c'est le jeton de station-service, d'accord? Donc, il vous permet de faire ça, mais c'est juste pour payer un service ou pour dire que vous avez eu payé un service. Des questions sur l'utility token? Je suis obligé d'avancer, excusez-moi, assez vite, hein, c'est un sujet un peu complexe. Non, on n'a pas d'autres questions. Ok. Utility token, c'est celui-là, c'est sans doute celui que vous connaissez le plus, ou currency token, on peut trouver deux. Donc ça, c'est des tokens qui, eux, pour le coup, ont des fonctions, répondent aux trois fonctions de la monnaie. Unité de compte, réserve de valeur, moyen d'échange, d'accord? Donc ceux-là, c'est vraiment des tokens que vous allez pouvoir utiliser comme de la monnaie. Attention, aujourd'hui, là-dessus, la donne au niveau juridique, elle est totalement en train de changer. Donc, ce qu'il faut bien vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on va tous y passer, et je vais vous expliquer comment, mais on ne va pas tous être opérateurs, d'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de pouvoir émettre ces monnaies-là, c'est réservé à des États ou des membres d'États, en tout cas à des banques centrales, d'accord? Il y en a deux qui subsistent, qui sont principalement Bitcoin, puisqu'il a été créé avant la régulation, donc on ne sait pas trop quoi, les régulateurs ne savent pas trop quoi en faire. Mais pour le reste, ok, c'est fini. Ça va être un projet de banque centrale. Pour autant, vous allez voir, on va tous y passer. Et notamment, puisqu'il y a trois exemples de monnaie numérique qui sont très, très connus. Le premier, c'est donc le Bitcoin, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais le Salvador, donc qui est un pays d'Amérique, a adopté le Bitcoin comme monnaie officielle en 2021, d'accord? Donc aujourd'hui, si vous allez au Salvador et que vous avez des Bitcoins, vous pouvez le dépenser dans tous les commerces qui existent. Donc vous pouvez aller sur la plage et acheter votre noix de coco, votre noix de coco pressée, enfin je sais pas comment ça s'appelle, avec de la chose. Et je vous invite à aller regarder des reportages dessus, mais des gens achètent des vaches, etc. Donc ça, c'est assez intéressant pour le Salvador qui avait des problèmes avec le dollar, puisque vous savez, l'autre monnaie officielle du Salvador, c'est le dollar. Sauf que pour des investisseurs, ben, c'est pas très, quand vous avez du dollar, c'est pas très intéressant d'aller mettre le dollar au Salvador. Vous avez plus intérêt de le mettre aux États-Unis. Donc, le Salvador avait un problème d'investissement sur le territoire. Et donc, pour ça, a mis le Bitcoin comme monnaie officielle, ce qui a permis à des investisseurs qui avaient beaucoup de Bitcoin en mars, qu'on appelle les baleines, d'investir dans le pays. Deuxième exemple de monnaie numérique, c'est le Yuan numérique, donc qui lui a été adopté en 2020. Donc vous voyez que ça commence à faire. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits en Chine où les fonctionnaires, etc., sont payés directement en Yuan numérique. Donc le Yuan numérique, c'est un jeton sur la blockchain, mais un Yuan numérique égale un vrai Yuan, d'accord? Et donc ça annonce progressivement la disparition du Yuan traditionnel pour le Yuan numérique. Et donc ça, il y a tout un tas évidemment de questions, on va dire, géopolitiques qui se posent autour de ce One, notamment parce que un des intérêts du One numérique, et là je vous le fais assez rapidement, mais ça peut faire l'objet enfin je fais des conférences entières dessus pour ceux que ça intéresse. Aujourd'hui, c'est un des moyens de concurrence en Afrique du franc CFA, d'accord? Et donc, ça permet tout simplement à des Africains ou à des pays d'Afrique
de pouvoir faire du transfert de valeur en monnaie réelle, en monnaie fiat, puisqu'aujourd'hui le yuan numérique est une monnaie fiat, sans pour autant passer par le franc CFA, qui n'est pas toujours avantageux par, par, pour ces pays, notamment dans l'export de matières premières. Et donc, ça permet de s'en échapper pour ces pays-là. Vous comprenez pourquoi ça peut poser des gros problèmes géopolitiques, surtout dans une période où la Chine, quand même, a des grosses vues sur l'Afrique. Et donc, pourquoi je vous disais qu'on va tous y passer? C'est parce que progressivement, en fait, toutes les banques centrales, ou une grosse majorité des banques centrales, se mettent à travailler sur des projets de monnaie numérique, et notamment un des projets en cours, ça fait longtemps que ça traîne parce que pas très bon dessus, c'est l'euro numérique. D'accord? Donc l'euro numérique, ça sera exactement la même chose que le yuan numérique, mais version euro. D'accord? Donc ça, je l'ai pris sur le site de la Banque Centrale Européenne. Vous pouvez aller voir que j'aime bien, moi, c'est que la blockchain, je le dis souvent, c'est que c'est comme Voldemort pour ceux qui connaissent Harry Potter. En fait, on s'en rend pas compte. Il est partout. On entend partout parler aux infos. Mais comme les gens ont du mal à connaître cette notion, on ne dit jamais son nom, quoi. Donc c'est exactement pareil. Donc là, vous voyez que vous avez donc le projet d'euro numérique. Il y a un projet de dollar numérique également. Et vous pouvez voir qu'un des gros sujets, c'est aussi de prévenir l'utilisation de monnaie étrangère numérique, et donc en filigrane le yuan. Donc ça, c'est un projet qui devrait bientôt arriver. Et quand ça arrivera, vous comprenez que comme on utilise tous l'euro, le dollar, etc., on utilisera tous les monnaies numériques. Des questions, je suis désolé, il y a des sujets passionnants autour de la géopolitique, je ne peux pas en faire énormément, mais j'essaye de vous tracer les grandes lignes en tout cas. Non, Ça pas va? de questions, ouais. Pas de questions? Tout le monde Ouais. arrive à suivre, ça va? C'est pas trop. C'est un petit sprint, hein. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de remarques, mais si du coup on peut terminer à 50 maximum, parce que là on a pas mal débordé, on a un peu plus Je d'une heure. finis très rapidement pour les questions. Donc, dernier type de token, et c'est celui qu'on entend le plus parler, c'est donc le security token. Pourquoi? Parce que c'est le plus connu en ce moment. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui, tout simplement, c'est un token qui est collé à un token, à un actif réel, d'accord? Et donc, ce token en fait, ça permet de prendre une part au capital de cet actif, d'accord? Donc, ça peut être de l'immobilier, de l'art, etc. Donc, c'est pour ça que je voulais en arriver là pour répondre à la question, euh, à la question, euh, à la question d'Eric, d'accord? Et ça confère aux porteurs des droits sur cet actif. Donc, nous, par exemple, on l'utilise pour vendre des parts de chevaux ou d'immobilier chez QGen. D'accord? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la régulation, ce token, c'est un actif, c'est un produit financier. D'accord? Donc, pour pouvoir l'opérer, vous devez obligatoirement, comme nous, avoir une licence bancaire, c'est-à-dire qu'on est une banque, hein, une licence bancaire, de la même manière que Société Générale, etc. Donc, si quelqu'un vous propose de faire ça et qui n'a pas les licences bancaires et pas les licences nécessaires, c'est de l'arnaque. D'accord? Donc, n'y allez pas, vous risquez gros. D'accord? Et donc, ce qui permet de vérifier, pour ceux qui connaissent, c'est que ça soit un test de oui. Donc, par exemple, il y a une solution très connue aux États-Unis qui s'appelle Realty, qui permet tout simplement de tokeniser des actifs immobiliers. Donc, par exemple, ici, un actif qui vaut 1 million d'euros. Ça pourrait très bien être une œuvre d'art pour en parler à Eric, d'accord? Et on va venir donner un prix de token arbitraire. Donc là, admettons que ce token soit à 50 euros. Donc, ça va nous donner un certain nombre de parts, d'accord? Donc, si mon actif vaut 1000, que mon token vaut 100, on aura 10 parts, d'accord? Qui seront mises sur la forme de token. Vous pourrez ajouter vous pouvez acheter vos tokens, d'accord, un certain nombre de tokens. Et ces tokens, ce qui est intéressant, c'est que comme vous avez des droits sur l'actif, vous avez par exemple le droit, si vous en achetez un à 50 euros, là, comme cet exemple, vous pouvez avoir tout simplement un gain qui va être un gain sur l'actif, tout simplement, puisque vous êtes propriétaire en partie de l'actif. Vous avez le droit, par exemple, s'il est loué, de payer, de percevoir une partie des loyers. D'accord? Donc, ça se ressemble tout simplement à un système simplifié de bourse. D'accord? Sauf que c'est beaucoup moins cher que des actions. C'est beaucoup plus liquide. Ça veut dire que vous pouvez les revendre beaucoup plus facilement, notamment puisqu'il n'y a pas d'ouverture ou d'horaire d'ouverture ou de fermeture de la bourse. D'accord? Et ça permet d'avoir aussi des portefeuilles plus petits là-dessus. Donc, Realty, c'est le cas de l'immobilier. L'asset bucket token, c'est un cas très spécifique du security token. Et c'est notamment dans celui-là, et c'est là que je vais en venir, qu'on va trouver les NFT. Les NFT, c'est des tokens non fongibles.
attention, moi je ne vous sers pas la messe là-dessus. Pourquoi? Parce que le NFT, aujourd'hui, il n'est régulé dans aucune juridiction du monde. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne peut pas décider de la fongibilité ou non d'un actif a priori. On la décide qu'à posteriori. D'accord? Donc là, vous avez quelques exemples de NFT qui sont en fait, entre guillemets, des arts numériques, d'accord? Même si moi je ne suis pas tout à fait d'accord pour qualifier ça d'art, puisque c'était la question, la réponse que je voulais faire à Eric, c'est que en fait, à quel moment on définit une série, et il l'a bien dit, c'est-à-dire qu'une série est limitée à 30, et majoritairement, la majorité des NFT aujourd'hui qui existent sont bien plus nombreux que 30. Aujourd'hui, il y a eu une hype sur les NFT, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de gens qui s'en sont, les prix se sont envolés parce qu'ils en ont voulu. Aujourd'hui, cette hype, elle est en train de descendre. C'est très bien, ils ne sont pas régulés. Donc, grosso modo, si on vous propose quelque chose de faire un cas d'usage très particulier avec des NFT, c'est sans doute pas la bonne solution. D'accord? Donc ça, je vous invite vraiment à vous en méfier. C'est vraiment à prendre avec des pincettes. Le NFT peut être utile dans un seul cas, et je vous en parle, et il faut aussi que ça soit bien fait. À mon sens, hein, après, attention, hein, ça n'engage que moi, c'est si vous êtes dans l'industrie du jeu vidéo, là, il peut y avoir un intérêt, puisque là, vous pouvez, vu qu'il y a un scénario, vous pouvez en fait prédéfinir a priori que un actif va être forcément limité, non fongible en tout cas, et donc ça, c'est ça qui est important. Voilà. Là-dessus, j'imagine que je vais avoir plein de questions. Je passe pour finir. Et après, comme ça, on fera deux, trois questions-réponses. Ça, c'est juste une carte du monde. J'y pense plus dessus sur la régulation, sur le droit. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce que je vous parle aujourd'hui, c'est régulé dans 83% des pays du G20. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est régulé partout. Donc, n'écoutez pas les gens qui disent qu'aujourd'hui, ils ont trouvé l'endroit idéal pour échapper à la régulation. Ça n'existe pas. Dans tous les cas, même si vous allez dans un pays aujourd'hui qui est en blanc sur la carte, faites attention aux États-Unis parce qu'en fait, c'est eux qui ont régulé le plus, mais ils n'ont pas mis en place pour l'instant, tout simplement parce qu'ils attendent que les gens qui fassent ça aient de l'argent pour pouvoir faire des amendes plus grosses. C'est le jeu américain, ça. Si vous avez déjà travaillé avec les États-Unis, vous connaissez comment ça fonctionne. Et tous les pays d'Afrique, etc., où vous voyez que c'est en blanc, dans tous les cas, ils doivent travailler avec des pays du G20 pour faire tourner leur économie. Donc, dans tous les cas, vous allez arriver sur un marché régulier. Donc, aujourd'hui, tout ce que je vous montre, c'est très, très bien. Il y a des choses extraordinaires à faire, mais c'est régulé. En France et en Europe, le règlement qui s'applique, c'est le règlement MiCA. Je ne vous en parle pas. Voilà. Et comme je vous dis, les NFT sont en dehors du règlement MiCA. Là-dessus, je passe. Sachez que c'est possible de lever des fonds en token. C'est très particulier aussi. Entourez-vous des gens intéressants pour le faire, mais vous pouvez lever des fonds pour les entreprises en token. Si jamais il y a des questions là-dessus, je vais vous donner mon LinkedIn, etc. Il n'y a pas de problème, vous pouvez m'en poser. Pour les gens, pour ceux qui seraient intéressés, donc pour approfondir, vous pouvez bien sûr, je vais vous donner mes coordonnées après, les coordonnées d'Edwent, mais vous avez aussi ces livres que je trouve très très bien, donc des livres un peu plus techniques, on va dire, qui est la collection de Thibaut Poussin ici, qui est très très bien, mais qui est vraiment technique, qui parle de la blockchain, donc plutôt la première partie qu'on a fait ensemble. Sinon, si vous êtes entrepreneur et si vous avez envie d'aller plus loin, il y a cet excellent livre qui a été fait, donc c'est 60 experts qui parlent de la blockchain, donc chacun son sujet. Moi, je suis dedans. C'est pour ça que vous avez un petit code promo. Il faut savoir que j'ai rien à gagner sur le livre, donc je vous le conseille vraiment avec plaisir là-dessus. C'est vraiment parce qu'il est bien fait, puisque moi, je l'ai fait dans le cadre de Chiforge, donc de la fondation. Donc, c'était vraiment dans le cadre purement bénévole. Donc, je vous le donne, enfin, je vous donne ce petit code promo avec plaisir. Et ce livre est vraiment, à mon goût, excellent, puisqu'il touche à tous les sujets juridiques, opérationnels, etc. Il est très, très bien fait. Dans tous les cas, vous avez ici mes coordonnées, donc les deux sociétés, EQChain, on va dire plus la partie tokenisation, celle qui donc a la licence bancaire, et Boen, celle pour la partie formation, si c'est des sujets sur lesquels vous avez envie d'en apprendre plus. Voilà, et vous avez évidemment mon petit lien LinkedIn et mes coordonnées, donc EQChain pour la partie tokenisation et Boen pour la partie formation. Voilà, j'espère que j'ai réussi le challenge d'en parler en 40 minutes. J'espère que ça vous a plu et je suis à l'écoute de vos questions et de vos remarques. Super, merci Aurélien. Alors, on a une première question de Anthony qui demande si on crée un vêtement numéroté, si on peut lui créer un NFT associé à ce vêtement numérique en 3D. Oui. Alors, l'événement numérique, vous pouvez attention, parce que
conseiller sur ces sujets, c'est un boulot, hein, c'est-à-dire que nous on le fait, mais ça demande un peu de temps. Mais oui, c'est toujours possible. Après, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de le faire sous forme de NFT? À titre personnel, je suis pas sûr. Je pense qu'il y a plein d'autres manières de le faire. Euh, euh, et parce que est-ce qu'il est vraiment non fongible ou non? Il y en a, on ne sait pas. Dans tous les cas, le NFT, vous ne serez pas couvert par les régulations. Et ça, c'est vraiment dommage puisque vous vous mettez en danger sur la partie juridique. Donc moi, je pense qu'il y a plein d'autres styles de tokens qui sont moins médiatiques, mais qui marchent très très bien, voire même beaucoup mieux, et qui sont régulés et qui vous permettent de faire la même chose, voire mieux, de manière bien plus concrète et bien plus tranquille. Ça peut être notamment ça peut être notamment le, le, le security token, mais après ça peut être étudié. Ça, si vous avez une petite question comme ça, vous pouvez me l'envoyer sur LinkedIn. Mais dans l'ensemble, vous pouvez le faire, évidemment. C'est un cas d'usage qui est ouvert. Moi, personnellement, je ne me pencherai pas sur le NFT pour pouvoir faire ce cas d'usage. Ok, ça marche, très clair. Du coup, bah là, on peut répondre à la question de Eric, donc, qui voulait savoir si on peut associer un token à chacune des 30 œuvres d'art d'une série limitée, et si oui, quel genre de token? Alors là, tout simplement, et en plus, bon, c'est quelque chose qu'on fait sur EQChain, donc je répondrai oui. Et moi, je partirai sur un security token, d'accord? C'est-à-dire sur une part de l'actif, sur une part de l'actif de la série, d'accord? Qui permettent à des gens d'acheter tout ou partie de l'œuvre, d'accord? Et donc là, ça serait complètement régulé, et puisqu'il n'y a pas besoin de créer de la rareté sur le bien, puisque le bien est déjà rare par définition, puisque c'est de l'art. Donc, moi, je partirais sur un security token qui permettrait de vendre des parties de l'art à des gens qui veulent investir sur cet art ou en posséder une partie, après, on peut faire 6 000 combinaisons possibles. Mais oui, c'est possible. Ok, ça marche. Et ça peut permettre de faciliter la vente de ce produit. Ok. Ça marche. Alors, du coup, juste pour revenir sur la question d'Anthony qui a rajouté quelques détails. Donc, je reprends la question. Donc, il demandait donc, si on crée un vêtement numéroté, si on peut lui créer son NFT. Donc, il demande, donc, enfin, il a spécifié donc, qu'il s'agit d'un vêtement made in France pour la traçabilité et la preuve d'authenticité. Alors, est-ce que tu peux me la refaire, s'il te plaît? Ouais. Alors du coup, donc Eric, pardon, Anthony, il avait demandé donc si on crée un vêtement numéroté, si on peut lui créer son NFT. Donc si on peut créer un NFT associé à un vêtement. Donc il a spécifié donc si on peut créer en fait un NFT associé à un vêtement made in France pour une question en fait de traçabilité et pour preuve aussi d'authenticité. Oui, oui, il peut me tracer ce qu'il veut. Le fait que ça soit Made in France, le tissu, il peut remonter aussi loin qu'il a de la donnée dessus. Donc ça, c'est pas un problème. Et encore une fois, moi, je le ferai pas sous forme de NFT. Voilà. Mais ça, c'est tout simplement pour pouvoir le faire de manière régulée, de manière nickel, et pour qu'il soit pas embêté dessus, puisque l'idée, c'est que après, derrière, dans tous les cas, la donnée, il peut la mettre sur la blockchain, donc il n'y a pas de problème. Et après, quel est l'intérêt du NFT? Puisque je rappelle que le NFT ne donne aucun gage de propriété sur l'objet. Donc, par contre, ce qu'il veut faire, c'est un genre de certificat d'authenticité de son produit ou d'étiquette qualité. Il peut là joindre, il y a d'autres systèmes de tokens qui peuvent venir joindre dessus, token d'identification ou soulbound token. Enfin, il y en a plein, quoi. Donc là, mais voilà, moi, à titre personnel, je ne ferai pas de NFT je pense que le NFT, c'est trop risqué Ok, pour peu de gains. ça marche. Et du coup, est-ce que tu lui conseillerais, enfin, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller, par exemple? Là, à chaud, je ne sais pas. Il faut vraiment voir exactement ce qu'il veut faire. Euh, Parce que c'est un peu le problème quand on travaille sur la blockchain, c'est qu'on a plein de gens qui viennent nous voir. Et moi, je suis pas forcément un expert, par exemple, du textile, là, en l'occurrence. Donc, il faut que, voilà, ça demande un petit peu de recherche dessus. Et de comprendre vraiment le cas d'usage. Après, voir, à voir, mais je pense que, qu'un genre de security peut bien passer aussi, hein. De toute manière, quand on a les autorisations pour faire le security, c'est toujours un peu bizarre, mais ça fait un peu réponse de Normand. Mais quand on a les autorisations pour le security,
C'est sûr que les autorisations, c'est une galère à avoir, c'est l'horreur. Mais une fois qu'on les a, on se rend compte quand même que c'est une réponse à beaucoup de sujets, quoi. Hmm. Ok, très bien. Du coup, euh, alors, j'ai une question d'Eric, donc qui reprend en fait sa première question et qui rebondit donc sur ce que tu as dit. Donc, il dit qu'en fait, il y en a plein, mais lesquels et comment les générer. Donc, un security, un identity, ok, mais par où commencer? Alors, par où commencer? L'idée, c'est d'aller voir quelqu'un déjà qui puisse vous aider à le faire. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose, si vous le faites de but en blanc, il ne faut pas se cacher les choses, c'est que c'est compliqué. Tout seul à y aller, tout dépend, je ne connais pas la taille de son organisation, mais quand on veut le faire tout seul, c'est souvent coûteux, il faut des gens qui soient compétents sur le sujet, etc. Donc, moi, ce que je peux lui conseiller, c'est de prendre contact avec la fondation Chiforge, d'accord? C'est celle que je vous ai montrée, puisque c'est une fondation, et déjà de voir un petit peu comment la fondation peut aider, puisque son but du jeu, c'est d'enlever les barrières à l'entrée de, 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 du Web3. Donc ça, il n'y a pas de problème. S'il veut me contacter sur LinkedIn, je lui donnerai les contacts nécessaires. Mais voilà, en tout cas, moi, je ne connais pas beaucoup d'entrées là-dessus. Sinon, ailleurs, les gens vont lui demander de sortir un gros chèque de but en blanc avant d'étudier si le système est bon ou pas. La fondation, ce qui est bien, c'est que c'est une association, hein, un peu particulière, mais c'est une association. Donc, ça lui permettra d'avoir un point d'entrée assez intéressant, quoi. Ok, ça marche. Du coup, il a précisé que qu'il s'agit d'une galerie d'art au Moyen-Orient avec moins de 10 personnes.